Bonjour à tous. Que comprendre du silence qui règne depuis la rencontre entre les deux anciens présidents médiateurs et le chef de l'État le 1er juillet dernier au sujet de la crise Bénin-Niger? Les signaux sont au vert, ont-ils annoncé quant à la reprise immédiate du dialogue entre Niamey et Cotonou? Les diligences entreprises devraient accoucher d'une commission tripartite qui tarde à prendre corps, du moins à la face du grand monde. Cette initiative conjointe de Nicéphore Soglo et Boni Yahi est plus que jamais au devant de l'actualité, avec la mutilité autour des résolutions et recommandations sorties des pourparlers entre les hommes d'État. Ce climat d'apaisement amorcé laissait à peine entrevoir le dénouement avec le voisin du Nord-Est, quand l'escalade survient de l'Ouest avec les déclarations accablantes du roi des intègres contre Porto Novo et Yamoussoukro. Ibrahim Traoré accuse le Bénin d'abriter plus d'une base militaire contre les intérêts des pays du Sahel. Les réactions pleuvent à boire debout depuis lors, avec les élans patriotiques par endroits. Ces pays du Sahel s'intègrent en confédération, un pas de géant après l'idée de l'Alliance des États du Sahel, AES, concrétisée en ce début juillet pour claquer définitivement la porte de la CEDEAO. On en parle et on aborde ces différents sujets avec notre invité sur Zone Franche ce dimanche, Victor Prudent Tokpanou. Bonjour, cher invité. Bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, Union progressiste Le Renouveau Franc. On se retrouve ce dimanche. Bonjour. Bonjour, William Clécan, chers téléspectateurs, bonjour. Victor Prudent Tokpanou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Cette déclaration, William le disait il y a un tout petit instant, du président de la transition burkinabé. Comment l'avez-vous accueilli? Avec désolation ou comme, madame et monsieur, tout le monde qui pense que ce sont des déclarations un peu trop tapageuses d'un chef qui ne maîtrise pas trop ce dont il parle? Écoutez, je ne dirai ni l'un ni l'autre. Je vais juste exprimer une surprise. J'avoue que pour l'idée que je me fais des responsables au sommet de l'État, c'est des gens qui normalement parlent avec beaucoup plus de mesure. Et là où les déclarations du président burkinabé ont été surprenantes, c'est qu'il n'ait apporté aucune preuve face à des accusations aussi graves. C'est juste surprenant. Sinon, normalement, au sommet de l'État, quand on s'engage à accuser ainsi son voisin, je pense qu'on le fait immédiatement avec des preuves à l'appui. À défaut de le faire, évidemment, soit vous avez un coup sur votre crédibilité, soit, on vous prend pas trop au sérieux. Voilà, donc Finalement, il n'est pas sérieux, c'est ce que vous voulez dire? C'est parce que je dis, s'il continue comme ça, on ne le prendra plus trop au sérieux, voilà. Tout simplement parce que pour moi, quand on accuse son voisin ou ses voisins d'actes aussi graves, on ne peut pas le faire sans en apporter les preuves. L'Ukraine, à la veille de l'invasion, disent-ils, les Occidentaux de la Russie, faisaient entendre des cris de cœur plus sévères. Les autorités au plus haut niveau de l'État ukrainien et même du côté américain, on entendait Joe Biden faire des déclarations si fortes. Est-ce que, je vous entends ne pas refuter la possibilité d'accuser un voisin de façon si accablante, mais vous relevez l'aspect selon lequel c'est sans preuve? Ce qui est vrai. Vous avez vu des preuves, vous? Est-ce que dans ces déclarations, il a apporté des preuves, à moins qu'on n'ait pas regardé les mêmes éléments? Mais moi, je n'ai vu aucune preuve pour l'instant d'accusation. Parce que quand vous accusez un pays d'abriter des bases, parce que là, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'il y avait deux éléments dans cette accusation. Ce que je considère comme l'élément matériel et l'élément intentionnel. L'élément matériel, c'est Vous faites constituer une infraction carrément. Il me semble que sinon, c'est pour ça que je disais tantôt, on risque de ne pas vous prendre trop au sérieux. C'est une affaire grave, ça. Hein? Vous avez conscience de ça au moins. Dire de votre voisin qu'il abrite une base étrangère dans l'intention de vous déstabiliser, c'est quand même suffisamment grave. C'est pour ça que je vous parlais de l'élément matériel. L'élément matériel,
Je te dis, il y a deux éléments matériels. Le premier, la présence effective de structures pouvant accueillir des activités militaires. Ça, il y en a. Il y en a. Le gouvernement l'a reconnu. Le président de la République l'a même rappelé dans son discours sur l'état de la nation devant les députés il y a 2 ans déjà. Donc, ça, c'est dans le cadre d'une coopération formelle. Bien sûr, ça c'est bien connu. Et le deuxième élément, est-ce que oui ou non, il y a des Français, en tout cas des militaires avec écusson de France sur l'épaule. Le gouvernement a dit oui. Mais le gouvernement considère que c'est des instructeurs. Si vous voulez apporter la preuve contraire, enfin vous voulez dire le contraire, il faut en apporter la preuve. Donc sur les éléments matériels, je pense qu'il n'y a aucune discussion. Il y a des infrastructures, nous avons construit. Il y en a des assistants, des instructeurs français, nous avons reconnu. Maintenant, ce sont les éléments intentionnels qui posent problème. On dit, oui, vous avez tout ça, vous les reconnaissez, c'est très bien. Sauf qu'en réalité, ces éléments sont là pour nous déstabiliser. Pour dire ça, il faut apporter soit des preuves d'audio, d'enregistrement des responsables français, militaires ou politiques en train de le confirmer. Là, on a une preuve. Or, l'ambassadeur de France... Ils sont en détention de preuves qui vont brandir très bientôt. Oui, mais vous savez depuis quand le Niger dit ça? Le Burkina vient de s'y mettre, il continue de dire très bientôt. Et demain, le Mali va s'y mettre, va dire très bientôt. Il y a un problème. Il y a d'autant plus de problèmes qu'à côté, vous savez que la Côte d'Ivoire est également pays voisin et du Mali et de Burkina Faso. Vous le savez. Bien. Mais vous savez aussi que la Côte d'Ivoire reconnaît officiellement avoir des bases étrangères chez elle, notamment des bases françaises. La Côte d'Ivoire ne s'en cache pas. Quelle raison, diable, nous au Bénin, nous aurions à dire nous ne voulons pas d'une base si nous en avons donné l'accord? C'est ça le fond du problème. Si le Bénin décide demain d'abriter une base française, il va le dire. Et rien ne se produira. Quand le Niger a accepté une base russe, une présence russe, qu'est-ce que le Bénin a eu à dire? Rien. Nous n'avons rien à y dire. Si les Nigériens considèrent qu'avec le soutien de la Russie, ils peuvent mieux que quiconque garantir la sécurité de leur territoire, qui peut les en empêcher? Qui? Donc, en fait, vous comprenez ce que je veux dire? On n'a aucune raison de cacher ça. La Côte d'Ivoire ne le cache pas. Et je crois même avoir appris que les États-Unis, en quittant le Mali, ont dit qu'ils vont également s'installer en Côte d'Ivoire. Où est le problème? Est-ce que le Niger a le droit d'interdire, ou bien le Burkina a-t-il le droit d'interdire à la Côte d'Ivoire de ne pas abriter une base française? Ou alors, si on remonte à quelques années en arrière, lorsque le Niger abritait seul, je crois, jusqu'à 8 bases. Il y avait la base américaine, la base française, danoise, je crois qu'il y avait plusieurs bases au Niger. Mais le Bénin ne s'en était jamais offusqué. Le Bénin n'a jamais dit toutes ces bases-là, c'est pour nous attaquer. Peut-être que le Bénin ne craignait pas une insécurité venant de ces bases. Oui, eux, ils disent qu'ils craignent l'insécurité. Ils ne refusent pas au Bénin de souverainement de se prendre. En fait, c'est à ça que ça revient. Ils refusent au Bénin de se prendre en charge. Non, ils disent que la sécurité que le Bénin se procure est, par-devant tout, une insécurité pour eux. Et en tant qu'État souverain, ils supputent, certes, mais ils sont peut-être en droit de le penser, un peu comme nous voyons de grandes puissances le dire. Je pense par exemple aux États-Unis qui trouvaient que la présence d'une certaine partie du monde, aux frontières cubaines, ou je ne sais où encore, était une source d'insécurité pour eux. Je crois que si vous faites une comparaison, on dit toujours que comparaison n'est pas raison, vous savez. Dans le cadre d'une guerre froide, dont les deux superpuissances étaient l'Union soviétique et les États-Unis, tout ce qu'il y avait au milieu, c'était logique. Quand vous choisissez de faire la révolution au Bénin, automatiquement on vous considère comme bloc de l'Est. Quand vous traversez la frontière, vous arrivez au Togo, on dit on n'est pas socialiste. Est-ce qu'on ne revient pas à un schéma comme celui-là avec ce qu'il se passe aujourd'hui? En fait, c'est en cela que le sujet peut être intéressant si vous m'aviez pris sous l'aspect professeur.
C'est vrai que... Oui, mais on ne peut pas dissocier Victor Torquano du grand enseignant de relations internationales, quand même. C'est pas ce que j'ai dit de faire. Je vous dis, si on prenait le débat sur cet aspect, pour les universitaires, c'est un excellent sujet d'étude, vous savez, d'observer comment, comme nos homologues européens ont observé le Brexit, comment on peut être dans la même organisation, du jour au lendemain, il y a un pays qui décide de partir, ça a donné lieu à plusieurs thèses. Chez nous aussi, si c'est pris sous cet aspect-là, ça peut être très intéressant. Moi, je n'ai absolument rien contre l'AES. Au contraire, c'est un excellent sujet d'étude. Ça, je le reconnais. Donc, forcément, les étudiants, dans les années à venir, l'objet de thèse, comme je dis souvent pour les étudiants en droit privé, ils ne font que de l'OADA. Dans quelques années, on ne fera que de l'AES. Bon, de ce point de vue-là, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est sur le plan politique que le problème prend une autre dimension. Et je considère que pour aller à ces accusations, il faut s'en donner les moyens. Alors, honorable, dites-nous, le Niger avait fait ces mêmes accusations et ça a semblé un peu baisser du côté du Niger quand le Burkina Faso a repris. Comment on peut l'interpréter? Il y a comme une intention de ne pas, disons, trouver une solution à toute cette atmosphère invivable là, dans la sous-région, non? C'est pour ça que je vous disais que demain, ça va être le tour du Mali. Heureusement qu'on n'a pas de frontière avec le Mali. Et donc, évidemment, ça pose des questions. Comment ça se fait que, alors que nous pensions que la médiation, quoique pas trop claire, de nos anciens présidents permettait de baisser la tension du côté du Burkina, ça se réveille comme si hier, pendant que le Niger nous accusait, il n'y avait pas de problème avec le Burkina. C'est comme si c'est après la médiation des deux anciens présidents que brusquement on nous reconstruit de nouvelles bases côté Burkina et qui fait réagir le Burkina. Je considère que le Burkina aurait pu porter ces accusations en même temps que le Niger le faisait. Donc, est-ce qu'il y a derrière tout ça une stratégie bien montée des États de l'AES pour maintenir une certaine pression? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, mais c'est une hypothèse, oui. C'est une hypothèse. Lorsque ces situations se présentent, vous qui êtes resté au gouvernement, comment ça doit se gérer? Un État qui sent qu'il y a des menaces au niveau des frontières de notre État voisin, comment est-ce qu'on communique pour échanger au sujet de telles situations? Non, mais on commence déjà par chercher à comprendre les préoccupations du pays, entre guillemets, belliqueux. Voilà. C'est-à-dire le pays qui commence par installer des bases. On cherche à savoir pourquoi il le fait. Est-ce que sa sécurité est-elle menacée? Autrement dit, dans le cas d'espèce, pour ne pas être plutôt virtuel, est-ce que, oui ou non, le Bénin a des raisons de démultiplier des postes avancés de sécurité sur son territoire? La réponse, elle est oui, puisque nous avons été victimes de quelques attaques terroristes, même si, à titre personnel et de façon totalement scientifique, je ne suis pas totalement convaincu de cette expression de terroriste. Je considère qu'il y a plus de grand banditisme dans cette affaire-là que du vrai terrorisme. Et donc, oui, je pense qu'il faut déjà commencer par comprendre. Et nous, notre préoccupation était claire. C'est qu'on a été victime, avant cela, de quelques attaques terroristes et nous avons estimé qu'il fallait une présence militaire beaucoup plus importante. Soit. Après, si, comme c'est le cas, les voisins brusquement considèrent que nous portons atteinte à leur sécurité, il faut envoyer des messages de mise en confiance, tout simplement. Ça se passe toujours ainsi. Entre par voie diplomatique? Oui, et puis, moi, j'ai jamais eu rien contre la diplomatie informelle, ça c'est clair. Lorsque la diplomatie formelle atteint ses limites, il y a plusieurs autres canaux de discussions informelles qui permettent de dénouer les crises. C'est en cela que j'ai vu personnellement l'intervention de nos anciens présidents
qui n'étaient pas des ministres en fonction, qui n'avaient pas de titre officiel, mais qui ont pris l'initiative, un peu comme on l'a vu d'ailleurs avec le Nigeria. Vous savez, quand la crise a commencé entre la CEDEAO et le Niger, les chefs traditionnels, Aoussa, des communautés frontalières avec le Niger ont fait des délégations informelles. Ils sont allés voir le président Tiani et apparemment, ça a contribué à calmer les tensions entre les deux. Donc, moi, j'ai rien contre la diplomatie informelle. Lorsque la diplomatie formelle atteint ses limites, et c'est pareil, vous avez donné tout à l'heure l'exemple des États-Unis et de l'Union soviétique à l'époque, de la guerre froide, notamment en ce qui concerne la crise de la baie de cochon, puisque vous avez parlé de Cuba. Dans le même temps, il y avait des canaux officieux qui faisait passer des messages. La crise de confiance aujourd'hui entre ces États alliés à la Russie et les pays toujours pro-France vient de quel malaise profondément selon vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut déranger autant pour accabler des États avec lesquels on a entretenu des relations séculaires? Mais ça c'est bien connu. C'est bien connu. C'est deux choses. Chronologiquement, la première chose, ce sont les actes terroristes. Nous avons nos États voisins, le Niger, le Burkina et le Mali, qui sont quand même victimes d'actes terroristes depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans. Donc à un moment donné, ils ont le sentiment que leur collaboration, leur coopération avec la France ne leur a pas permis de régler un problème. Quand vous êtes en coopération avec un pays, c'est pour y trouver des intérêts. Et l'intérêt de ces États à ce moment-là, c'était des intérêts sécuritaires. Et ils ont le sentiment, et ils ont donné des chiffres à l'appui, entre 2012, je pense, quand ils ont sollicité François Hollande, je parle du Mali. Pour la force Serval. Voilà, pour la force Serval, leur territoire était occupé à peine à hauteur de 12%. Une dizaine d'années après, le territoire est occupé à plus de 25-30%. Donc ils se disent, il n'y a pas de résultat. Donc cherchons ailleurs. Mais les accusations sont allées plus loin. On dit que la France nourrissait des réseaux terroristes. Oui, bon, on ne va pas rentrer dans les supputations. Bon. C'est peut-être là que se trouve la difficulté ou les raisons qu'évoque Ibrahim Traoré. Parce que le GNIM, par exemple, ces États du Sahel suspectent la France d'être l'État qui couvre et qui entretient le GNIM, par exemple, qui bat très fort dans ces pays. J'entends bien. Mais ce n'est pas parce que vous avez des preuves de cela que forcément le Bénin devient complice. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Moi, je suis d'accord. Est-ce que les responsables de ces pays, donc le Mali, le Niger, le Burkina, s'asseyent, réfléchissent et trouvent les mots ou fassent le bon diagnostic de leur situation? Moi, je l'ai entendu, ça. J'ai entendu beaucoup de militaires, y compris d'ailleurs des militaires, pas forcément de ces trois pays-là, qui m'ont dit à certains moments qu'ils ont le sentiment que leurs amis français jouent à un double jeu. Ça, on le dit. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a dit que c'est forcément vrai. Certains en ont la preuve. Assimi Goïta, par exemple, fait partie de ces militaires qui, aux portes de Kidal ou aux portes de Gao, se faisaient interdire accès par des militaires français qui étaient basés dans ces milieux. Et ce sont eux qui sont aujourd'hui aux affaires dans ces États du Sahel. En fait, c'était là le second point de mon intervention. Quand je disais qu'il y a eu le fait terroriste, il y a eu ensuite les coups d'État. Donc, c'est deux choses qui ont conduit à la situation actuelle. Évidemment, moi je ne suis pas malien, donc par définition, je n'ai de leçon à donner à aucun malien. Les Maliens ont considéré que les Français jouaient à un double jeu. Et ils sont même allés plus loin. Ils ont estimé que eux, les militaires, étaient les premières victimes de ce jeu, qui était un vilain jeu, pour autant qu'ils en avaient la preuve. En conséquence, ils ont décidé d'en finir avec la France. Et ils l'ont fait. Qu'est-ce que nous, on a à y voir? Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait que du coup, d'autorité, ils vont imposer à tous leurs pays voisins
les modes de coopération auxquels ils auraient droit. Vous comprenez? Et c'est là où justement le problème devient compliqué. C'est pas parce que vous avez la preuve que... Même preuve irréfutable. Moi, je ne vais même pas sur ce terrain. Ils peuvent avoir des preuves irréfutables que la France a manipulé des terroristes contre eux. Mais est-ce que ça leur donne droit d'interdire à la Côte d'Ivoire d'avoir des relations avec la France? Est-ce que ça leur donne droit d'interdire à l'Algérie d'avoir des relations avec la France? Est-ce que ça leur interdit, ça leur donne le droit? Je pense que non. Mais non, et c'est là où on a évoqué tout à l'heure la question de la confiance. Il faut que nous travaillions à les mettre en confiance. On n'a que ça, parce qu'on ne peut pas se laisser dicter notre politique de défense. Est-ce que ce n'est pas ce qui a manqué depuis les accusations du Niger? Quelque part, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, finalement. Non, oui, c'est ça. On n'arrive pas à mettre ses voisins en confiance, comme vous le dites. Au Tchad, il y a une base militaire. Le Tchad a un principal soutien. Emmanuel Macron a presque intronisé le fils d'Élie au pouvoir. Il n'en parle pas. Et pourtant, ils sont très amis aux Tchadiens, qui est venu aussi par coup d'État. Ce qu'il reproche au Bénin, finalement, est-ce que, du point de vue du politiste, vous n'y lisez pas une crise de confiance qui n'est pas dissipée par les voix? On ne parle que de ça depuis quelques minutes. Oui, il y a une crise de confiance. Comment on fait pour la résoudre? J'ai dit, il y a deux voies. La voie formelle, par la diplomatie, on n'y est pas parvenu. La voie informelle, on a deux anciens présidents qui ont commencé. Gageons que ça aille à son terme. C'est-à-dire que ces pays-là, par exemple, peuvent prendre l'initiative d'envoyer des délégations ici, faire des tournées, vérifier tout cela, ou des agents, je ne sais pas quoi, militaires, pour fouiller, pour voir un peu comme si dans les camps militaires que nous avons, s'il y a véritablement des bases qui y sont cachées. C'est possible ça aussi comme solution? Est-ce que vous entendez parler? Mais le porte-parole du gouvernement a dit ce que Franck dit. Oui, on peut envoyer même des journalistes indépendants venir fouiller partout sur le territoire. Vous vous rendez compte de ça? Qu'un État dise à son pays voisin, venez inspecter mon territoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que le Niger est capable d'ouvrir les portes pour que pour son territoire? Qu'on forme un comité peut-être mixte en fait de... Et que fait-on en la matière comme ça? Que fait-on en la matière quand il y a crise de confiance? Ça ne se passe pas comme ça. Ce que l'on fait, c'est que l'on envoie, par exemple, si le Niger et le Burkina ont des preuves, ils demandent à voir le président Talon. OK? Et ils posent les preuves sur la table. Moi, je connais des épisodes dans lesquels, notamment entre les États-Unis et Kadhafi, paix à son âme, où les États-Unis sont venus avec des photos de Kadhafi en plein mouvement dans son appartement privé. Vous comprenez? Dans les relations internationales, ça se fait. Vous payez les meilleures sociétés satellitaires qui vous prennent des images au millimètre près. D'accord? Et vous avez toutes les certitudes. Il y a, par exemple, un élément matériel qui est facile à vérifier. C'est que si vous mettez bien les satellites sur le Bénin, vous verrez toutes les présences militaires. Et surtout, vous verrez les drapeaux qui flottent sur ces endroits-là. Si vous y voyez des drapeaux français, c'est que c'est des bases françaises. Si vous y voyez des drapeaux américains, c'est que c'est des bases américaines. Donc prenez ça. Montrez au président Talon. S'il nie, à ce moment-là, vous venez devant la presse, vous montrez les images. Mais pour ça, il faut avoir l'assurance, la confiance totale sur la qualité de ces images. Il s'agit d'un pays, d'un État. Voilà, il s'agit d'un État. Soyez un peu, je dirais pas orgueilleux, quoi. Alors, je suppose que ces chefs d'État ne sont pas suffisamment conseillés pour le faire. Non, je ne dirais pas ça. Et aujourd'hui, ils accusent le Bénin de la sorte. En contrepartie, le Bénin, il fait quoi? Par élégance diplomatique et par respect des relations internationales pour montrer à la face du monde qu'en fait, ce sont vraiment des déclarations gratuites et totalement gratuites. Moi, je pense qu'on a commencé là. Moi, je me réjouis que les deux anciens présidents soient allés. Je me réjouis qu'après leur rencontre, ils aient parlé de la mise en place d'un comité tripartite. Et ça, c'est là, Cotonou, Niamey, ça. Voilà, Cotonou, Niamey. On peut faire la même chose avec le Burkina.
Ça peut ne plus être les mêmes anciens présidents, ça peut être des anciens présidents burkinabés, ça peut être... ils peuvent... Ça se fait, quoi. S'ils veulent la dimension formelle, ils peuvent envoyer des ministres. S'ils veulent la dimension informelle, ils envoient des personnalités en qui ils ont confiance. J'ai vu ces jours-ci que le président sénégalais, qui avait été désigné co-médiateur dans la crise entre la CEDEAO et les 3 pays du Sahel, a désigné un certain Abdoulaye professeur Batili. Voilà. Oui, il n'y a que ça qui se passe dans le monde. Si vous pensez que de président à président, la confiance est rompue, que vous savez que par la géographie et par l'histoire, vous êtes condamné à vivre, et que tôt ou tard, vous allez commencer par revivre ensemble, autant aller tout de suite, quoi. Vous trouvez les meilleures façons. Parce que pour l'instant, quels sont ceux qui souffrent le plus de cette crise? Ce sont les populations. Ce n'est pas les présidents dans leur fauteuil, non. Ils prennent leur avion, ils vont où ils veulent, quand ils veulent, ils reviennent. Voilà. Donc, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les populations. Donc, dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt des peuples, je pense qu'il faut privilégier ces solutions-là. Il n'y a aucune raison d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que le Bénin reste encore de façon géostratégique le pays où l'ordre constitutionnel est encore respecté? Est-ce que ce n'est pas une raison qui gêne un peu les amis de l'AES qui voudraient peut-être que le Bénin aussi s'aligne derrière eux, parce que la position du Bénin, le Burkina, le Niger et peut-être le Mali, le Bénin occupe une place assez stratégique? Non, je ne pense pas plus que ça. À moins que vous veuillez faire un partage linguistique, sinon le Nigeria est tout aussi important. Je crois que le Nigeria partage plus de 1000 km de frontières avec le Niger. Bon, on n'est pas mieux situé que le Nigeria. Je prends la Côte d'Ivoire par rapport au Mali et au Burkina. Ils ont une longue frontière. Vous allez au nord, l'Algérie n'est pas une dictature militaire. Bon, je dis, quand vous prenez les voisins de la zone AES, tous sont plutôt démocratiques, quoique imparfaits. Les populations, comment elles doivent appréhender tout cela? Parce que on a comme impression que nos amis de l'AES, les chefs d'État de l'AES, jouent un peu sur la psychologie des populations. Donc, lorsque vous voyez les conditions dans lesquelles le Burkinabé a fait ses déclarations devant des populations, un peu comme une reddition de comptes, des populations qui étaient presque jouissives et qui applaudissaient à chaque mot placé par le président, est-ce qu'il n'y a pas des risques que les relations entre les peuples pourrissent à l'avenir? Non, ça, je n'ai aucune crainte pour ça, parce qu'en réalité, quelles sont les populations frontalières? C'est les mêmes familles, hein, de part et d'autre. Vous avez des familles au Bénin dont les cérémonies familiales se font de l'autre côté, soit du Nigeria, soit du Niger. C'est pareil pour le Burkina. Ils vont pas se déchirer à cause de ça. Non, ce que les peuples souhaitent, c'est un retour rapide afin que le trafic redevienne normal. Eux, ils ne demandent que ça. Après, si vous êtes président de la République, que vous réunissez vos populations, que vous parlez devant elles vont vous applaudir, oui ou non? Ça, c'est pas le plus difficile de se faire applaudir par les populations. Mais après, je pense que c'est d'abord les intérêts des populations. Et j'ai le sentiment, à tort ou à raison, que les populations sont oubliées dans cette crise. C'est elles qu'il faudra remettre au centre des débats. C'est pas de savoir s'il y a une base au Bénin qui va déstabiliser un président burkinabé, un président nigérien, pas les Nigériens, pas les Burkinabés. Non, je pense que c'est pas ça la préoccupation des populations. Les populations, c'est comment on fait pour ne pas avoir à présenter une pièce d'identité, de partir du Togo au Bénin, de partir du Burkina au Mali, de partir du Burkina au Bénin ou ailleurs. Bon, voilà, c'est ça les préoccupations des populations. Ce ne sont même, et ces populations, qu'est-ce qu'il est en dehors des relations familiales, c'est des relations commerciales, c'est tout. C'est rien d'autre. Les populations sur le terrain, c'est ça qui les préoccupe. Et les empêcher soit d'aller au centre de santé de l'autre côté parce qu'ils ont le sentiment à la pratique que c'est plus développé là-bas que de ce côté, c'est ça qui les préoccupe le plus.
c'est tout. Victor Tokwanou, on va changer d'axe de discussion et parler de cette médiation que vous avez relativisée tout à l'heure dans une de vos prises de parole, Boni Yayi et Nicéphore Soglou. La démarche, comment vous l'accueillez déjà? Ce que je regrette, je vais commencer par ce que je regrette, avant de dire comment je l'accueille, c'est le silence de ces deux présidents depuis leur retour. C'est vrai qu'il y a eu un communiqué, mais on s'en tient exclusivement à ce communiqué. Ils sont allés voir Patrice Talon, c'est suffisant, non? C'est possible, mais en ayant vu Patrice Talon, est-ce que ça a dissipé chez vous vos inquiétudes, vos préoccupations? Si c'était le cas, vous n'allez plus revenir sur cette question. C'est précisément parce que ça n'a pas suffi à dissiper. Moi, je me dis que la situation est assez sensible pour qu'on mette maintenant ce dont on est allé parler là-bas sur la place publique. Ça pourrait créer d'autres problèmes. Et vous l'avez qualifié de diplomatie informelle. L'informel n'est pas dévoilé au grand monde. C'est vrai, vous l'avez annoncé dans un entretien qu'on a fait précédemment qu'il fallait, si la diplomatie formelle ne permettait pas, n'était pas huilée, qu'il fallait voir. J'y ai toujours cru. J'y ai toujours cru. Mais je continue de penser que une sortie même contrôlée de la part de ces deux présidents nous aurait donné plus d'éléments. Sur quels aspects? En quoi on est toujours inquiet? Quand est-ce que la commission prend corps? Par exemple, ils vont nous le mettre en place quand? Et quelles vont être ses attributions? Quels vont en être les résultats attendus? Bon, après, comment ils font pour arriver aux résultats? Ils peuvent ne pas le dire. Ça relève de la stratégie. Mais lorsque vous engagez dans une mission aussi délicate, la communication est tout aussi importante. Et là, on a le sentiment qu'on est dans la normo-communication. C'est vous qui l'avez édicté, qui êtes au pouvoir. Alors, n'est-ce pas la preuve qu'on n'a pas eu grand-chose là-bas à Niamey? C'est peut-être aussi les sources d'inquiétude. Quand je disais que mon inquiétude, c'était ça. Je crains que, malheureusement, on ne soit pas plus avancé. Quand on lit le communiqué rendu public par les autorités nigériennes, est-ce que cette hypothèse n'est pas réfutable, selon lequel il n'y a pas eu grand-chose, et peut-être à Cotonou, au palais de la Marina, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, les hommes d'État, et on ne sait pas pourquoi alors il y a ce grand silence? C'est pour ça que je vous dis que je regrette qu'il n'y ait pas eu de communication. Et s'ils avaient répondu à ces questions, s'ils étaient venus vers vous, la presse, vous auriez posé toutes vos questions. Et on aurait eu une idée beaucoup plus précise. Mais là, malheureusement, il n'y en a pas eu. C'est extrêmement rare. Moi, j'aurais encore préféré un communiqué dans lequel on nous dise qu'à ce stade des marches, les feux sont verts. Nous pensons que nous irons vers la fin de la crise, mais il nous reste quelques problèmes importants à régler. Pour ça, nous donnons quelques temps et nous vous reviendrons plus tard. Voilà. Un simple communiqué comme ça, on aurait compris. C'est-à-dire les questions que vous venez de me poser, vous les aurez même plus posées. Et moi aussi, je ne me serais même plus prononcé sur les inquiétudes. Mais ils n'ont pas fait ça. Donc on est obligé de spéculer, malheureusement. Les propos vraiment professionnellement à remettre en cause des médias nigériens ont cessé. Les déclarations, l'activisme discutable sur les médias sociaux ont baissé d'un cran. On peut dire que c'est l'expression d'un début d'accord de part et d'autre pour en arriver à faire le lit à ce dialogue entrevu. Si vous me donnez ces éléments que moi je n'avais pas encore vérifiés, je prends acte. Moi, je n'ai pas le sentiment que se soit apaisé, la crise se soit apaisée. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait moins d'attaques sur les réseaux sociaux, à moins que ce soit d'anciennes vidéos que l'on ressasse. Mais sur les réseaux sociaux, on n'a pas le sentiment que nous soyons engagés dans un processus de paix. Ce n'est pas le sentiment que j'ai. Maintenant, si vous avez ce sentiment, je m'en réjouis. Alors, j'ai surpris un test qui est passé sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je prends ça avec un peu de pincette, mais il est annoncé que le général Tiani va dépêcher dès lundi prochain une délégation nigérienne de haut niveau pour ouvrir des discussions entre le Bénin et le Niger.
n'est-ce pas, la suite qui a commencé par porter ses fruits. Mais voilà, ce que je dis, c'est s'il y a une suite, c'est tant mieux. Mais il faut qu'on nous le dise maintenant. C'est l'acte 1 annoncé dans le communiqué des autorités nigériennes, le déplacement vers Cotonou. Les présidents ont demandé ça. Et effectivement, si ça peut arriver, c'est tant mieux. Est-ce que vous n'êtes pas trop sceptique finalement parce que c'est peut-être la tête de Boni Aïe ou de Nicéphore Soglo? Oh mais non, pas du tout. Ce sont des têtes sympathiques, non, plutôt. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a des spécificités, hein, et ça, moi, je m'en réjouis. Parce que ce sont quand même, certes, deux anciens présidents, mais de l'opposition. Nicéphore Soglo est de quel parti politique? Je n'en connais pas. Je crois l'avoir vu la dernière fois en train de soutenir les mythopèdes dans la démarche de Jeudi Noir. Ça vous a échappé, ça? Oui, il n'est pas membre d'un parti politique. Non, mais il a soutenu politique. L'idéologie lui plaît bien. L'action lui est louable, peut-être. Pourquoi? Parce que je le fais noter, ça vous fait réagir. C'est juste ça. On ne pose que des questions. Ce qui m'intéresse, moi, et que j'apprécie positivement, c'est que ce ne soit pas des présidents proches de la majorité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président Soglo n'est pas de la mouvance présidentielle. Le président Yahi Boni n'est pas de la mouvance présidentielle. Donc, c'est un très bon message qui est envoyé à nos amis sahéliens, que chez nous, la vitalité démocratique est telle... Et pour des intérêts de l'État, on peut se départir de l'opposition. Il n'y a rien de particulier à ça, au contraire. Pour nous, c'est un honneur. Et nous pouvons le dire. C'est vrai que tous ceux qui sont de la mouvance présidentielle ne lisent pas cette actualité de ce temps. D'ailleurs, ils ont été traités de beaucoup de noms d'oiseaux quand ils ont pris cette médiation. Ils ont pris le devant de cette médiation au tout début, avant la rencontre avec Talon. Oui, quel est le sens de la question? Que je regrette ça ou quoi? Il y a d'autres qui n'ont peut-être pas cette lucidité qui ont des opinions différentes? Non. On a une majorité, il peut y avoir des opinions différentes. Ça n'a jamais été contraire à une démarche démocratique. Pourquoi beaucoup d'ironie depuis quelques minutes? Non, il n'y a pas d'ironie, cher ami. Je vous fais noter que moi, député UPR, soutenant l'action du gouvernement, je suis fier de voir que la médiation est menée par des gens qui ne se revendiquent pas de notre majorité. C'est tout ce que j'ai dit. Elle aurait échoué si c'était des gens qui étaient acquis à votre cause? Peut-être aussi. On aurait dit, mais ils sont trop proches des Talons, ils viennent défendre les intérêts des Talons. Non, c'est la preuve que c'est le Bénin qui compte. Alors, et moi, permettez-moi de m'en réjouir. Si à leur retour, on les voyait face à la presse en train de faire des déclarations, n'aurait-on pas jugé cela d'un peu trop exagéré, en tout cas des gens qui voudraient tirer aussi le drap de leur côté? Parce qu'on a entendu, on a lu ça également. Peut-être, sauf que ils l'ont pas fait, mais leur parti dit le contraire. Le parti, notamment du président Yahi Boni, dit le contraire, puisque l'un des vice-présidents, Léon Arossi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, je crois a même envoyé une claque au général Bian pour avoir dit le contraire. Bon, ça, c'est la position du parti. Et quand Rossi a parlé... C'est de la récupération politique. Un peu comme vous faites avec les actions de Talon. Vous en étoffez aussi et vous vous en bombez le torse. Au niveau de l'Union progressiste, le renouveau et du bloc républicain. C'est possible. Ça, c'est de la politique. D'accord. Si vous considérez que c'est la politique qu'il fait, c'est très bien. Donc, je vous en donne acte. Pour moi, je considère que la position officielle des démocrates, c'est de dire qu'il y a des bases militaires au nord du Bénin. Que le président Léon Arossi, qui n'est pas n'importe qui est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'a affirmé urbi et orbi. Et dans son raisonnement, a même précisé qu'ils ont des militants qui sont allés et qui sont revenus confirmer cela. Donc quand on a fini de dire ça, et que malgré ça, le président du parti accepte d'entrer dans une médiation de cette nature, permettez-moi de m'en réjouir. Pour moi, ça n'a pas deux noms, c'est la vitalité démocratique du Bénin. C'est l'intérêt supérieur de la nation mise au devant. Absolument. Il y a aussi que, enfin, pensez-vous que le président Talon ait démarché ses anciens présidents pour aller à Niamey
qui les ait reçus peut laisser supposer. Qui les ait reçus. Parce qu'avant de partir, ils ne sont pas allés à la marina. À leur retour, ils sont allés faire le point au chef de l'État. Peut-être qu'ils sont allés sans les caméras. Peut-être aussi... Pourquoi vous mettez assez de peut-être? Vous êtes quand même proche de pouvoir. En fait, c'est parce que... Est-ce que vous avez eu des informations dans ce sens-là? En fait, chaque fois que je dis peut-être, c'est parce que je n'ai pas d'informations officielles là-dessus. Mais donc je peux vous dire non. Depuis que la démarche est entamée, vous n'avez pas passé des coups de fil, vous n'avez pas cherché à comprendre un peu comment tout cela se passe? Et vous voulez que je vienne dire ça à la télé maintenant? Non, mais bon, vous pouvez le dire avec de la manière quand même. Non, c'est peut-être... Ça aussi, le sentiment des populations. Les populations se disent, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Oui, notamment sur toutes ces questions que nous avons. Vous avez vu que moi-même, je me suis plaint qu'il n'est pas parlé assez. Ça n'est pas normal. A fortiori les populations. Donc je vous comprends très bien. Mais quand je me suis plaint, qu'est-ce que vous m'avez répondu? Que c'était suffisamment délicat. Nous, on ne répond pas. On vous relançait sur votre question. Non, je pense que pour être plus sérieux, je pense que cette mission n'a pas pu se faire sans l'accord, ne serait-ce que tacite, du président de la République, qu'il a très bien fait de les recevoir. Et si l'information que vous venez de nous porter est vraie, c'est que le processus se poursuit dans l'intérêt unique de nos populations, et je m'en réjouis. Avant de finir sur ce sujet, les initiés aux relations internationales qui suivent cette émission nous en voudraient si on ne demandait pas à Victor Prudent-Okwanou l'analyse qu'il fait de l'efficacité de la diplomatie béninoise depuis ces différentes crises, sinon principalement celle du Bénin et du Niger. Oui, je pense que, comme dans toute diplomatie, il y a peut-être eu des ratés. Il y a eu des ratés. Ou en tout cas, en relations internationales et plus largement en politique, il y a ce qu'on appelle, justement pour les spécialistes des relations internationales, ce qu'on appelle la perception. La perception est un facteur clé dans les relations internationales et même plus généralement en politique. Autrement dit, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est comment elle est perçue. C'est comment ceux à qui l'action que vous posez est adressée l'aperçoivent. Et si vous ne savez pas faire, vous pouvez être en train de faire du bien, mais que cela soit très mal perçu. Ça, c'est une dimension très importante qu'on enseigne en relations internationales, la perception. En anglais, on parle même de misperception, c'est-à-dire le contraire de ce que vous voulez faire, le contraire de la perception que vous voulez envoyer. Et donc, c'est très important. De ce point de vue, effectivement, on a eu le sentiment, en tout cas perçu comme tel, qu'il y a eu quelques ratés, qui ne le sont pas forcément. Et ça a commencé quand? Ça a commencé le jour et le lendemain de la décision de la CEDEAO de sanctionner le Niger. À tort ou à raison, ce que notre président et ce que son ministre des Affaires étrangères ont dit le jour et le lendemain sont très mal passés. Ça a commencé là. On a dit oui, c'était une décision de la CEDEAO, mais les autres n'ont pas parlé. On a entendu que le président Talon, qui a été dur, qui a menacé de rétablir le régime, y compris par la force. Bon. Mais ce faisant, le président Talon avait fait quoi? Juste répéter la décision de la conférence des chefs d'État. Tout simplement. Et là où rentre la perception, c'est que les gens n'ont plus vu que c'était la décision de la CEDEAO qu'il était en train de la personne et voilà, que c'est le Bénin. C'est tout. Ça, c'est une erreur de perception. Et j'ai eu l'occasion de rappeler que le Bénin était obligé de parler simplement parce que nous étions sur la ligne de front. Quand vous voyez les pays frontaliers avec le Niger, il y a le Nigeria, il y a nous, il y a le Mali et le Burkina. Le Mali et le Burkina ne pouvaient pas mettre en application cette sanction parce qu'ils sont dans une logique différente. Il ne restait que deux pays, le Niger et le Bénin, qui sont la ligne de front. Donc c'était à eux deux de parler, c'est tout. Un peu comme lorsque la CEDEAO avait décidé d'intervenir en Gambie, c'est le Sénégal seul qui a été mis en avant. Pourquoi? Parce que
la Gambie est entièrement enclavée au Sénégal, dans le Sénégal. Donc du coup, c'est le pays du front qui parle. Est-ce que la perception laisse voir aujourd'hui que la CEDEAO a aussi abandonné le Bénin dans cette crise? Pas seulement ça. La CEDEAO a abandonné nos amis des pays sahéliens depuis plus de 10 ans. Ça fait partie de ce qu'ils reprochent. La CEDEAO se plaint aujourd'hui parce qu'il y a eu coup d'État. Mais ils ont fait quoi lorsqu'il y avait les terroristes? Ils estiment qu'ils n'ont rien fait. Moi, j'étais à une réunion des 30 ans de l'UEMOA hier. C'est là où j'ai découvert que l'UEMOA a débloqué beaucoup d'argent. Je crois qu'ils ont avancé un chiffre de 62 milliards, même si ce n'est pas grand-chose dans l'achat des armements et tout ça, pour aider ces pays dans la lutte contre la... Mais ça ne se dit pas. On ne le sait pas. Et donc, ne le sachant pas, les populations ont une perception fausse. D'ailleurs, quel est l'impact? Cette ignorance vient de l'impact qui est peu perceptible. Depuis que les Maliens sont alliés aux Russes, ils ont repris Kidal. Quel est le pas qui a été fait quand c'est 162 milliards, dites-vous, de l'UEMOA, et qui dit UEMOA voit la France? Bref, dans ce climat, quel est le résultat? Je suis d'accord avec vous. On peut dire, un peu comme, vous auriez pu prendre un exemple plus parlant, 10 ans de présence française au Mali, et bon, voilà, donc à partir de ce moment, je suis d'accord. C'est pour ça que je situe le débat au niveau des perceptions. Et quand on a une perception, elle est nécessairement fondée sur un certain nombre de choses. Mais ça peut ne pas être la réalité, c'est la perception. Donc c'est pour ça que dans ce type d'échange, il faut dire à l'autre ce que je fais. Peut-être l'ai-je mal fait. Asseyons-nous pour voir comment on réoriente ce que j'ai fait jusqu'à présent et qui n'a pas porté ses fruits, etc. etc. Ça, pour combattre la mauvaise perception, pour combattre la perception négative, il n'y a qu'une solution que les hommes aient trouvée jusqu'à présent. Oui. C'est s'asseoir et discuter. Qui prend l'initiative? L'un ou l'autre. Après, si ni l'un ni l'autre ne peut le prendre, on fait appel à un tiers. C'est classique. Vous savez, c'est des histoires de relations humaines. Hein, c'est pas, on ne va pas réinventer la roue. Hein. Alors, est-ce que cela ne pose pas un problème de communication au niveau de l'institution? Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si vous voulez qu'on fasse le bilan de la CEDEAO là-dessus, là, ça peut être fait l'objet d'un autre débat, d'une émission entière. Oui, sur la CEDEAO, il y aurait beaucoup de choses à redire, c'est évident. Alors, si... Est-ce qu'ils ont même une communication? Au thème de ce fameux sommet qui a créé tous les problèmes au Bénin, si c'était par exemple quelqu'un autre qu'un chef d'État qui avait pris la parole pour annoncer ces sanctions que les Nigérians trouvaient trop dures à leur encontre, est-ce qu'on serait dans une situation comme celle-là? Non. À ce moment-là, vous revenez sur le bilan de la CEDEAO. À toutes les fois où il y a une crise de cette nature, c'est la conférence des chefs d'État. Ce n'est pas le Conseil des ministres. C'est la conférence des chefs d'État qui prend les décisions, les sanctions. Et une fois qu'ils les ont prises, c'est au chef d'État qui revient de le défendre. Maintenant, si on fait le bilan avec ces différentes crises, on peut dire à l'avenir, même si les chefs d'État prennent la décision, il vaut mieux que ce soit un tiers qui les dise. Peut-être le porte-parole de la CEDEAO, peut-être le président de la commission. Ou voilà, ça fait partie des éléments de bilan. Cette superpuissance de la commission des chefs d'État et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, si on entrevoyait un avenir, si on scrutait un avenir de cette CEDEAO, est-ce qu'il ne faut pas la diminuer? Est-ce qu'elle ne nuit pas? Je pense qu'il faut une présence plus forte dans les processus décisionnels, ce qu'on appelle le processus décisionnel. Depuis que vous m'avez renvoyé à mes chères études de relations internationales, ça fait partie des objets d'études. Oui, il faudrait que la société civile, c'est ce que je pense, là maintenant, ait une place relativement importante. Aujourd'hui, si vous suivez bien, la critique principale de la société civile vis-à-vis de la CEDEAO, c'est de lui reprocher de ne pas être une CEDEAO des peuples, qu'ils ont une CEDEAO des États. Ils parlent même de syndicats des chefs d'État et qu'il faudrait une présence plus grande de la société civile, ce que je crois aussi, parce que j'ai quand même je dirais un passé de militant, pas d'activisme, mais de militant.
Et donc, je pense qu'effectivement, dans le processus décisionnel de la CEDEAO, il n'y a pas assez de place pour la société civile. Il faut aller vers ça. Et c'est la seule condition pour réduire la force de la toute-puissance de la conférence des chefs d'État. Alors, une question revenant un peu Parce que par ailleurs, on n'a même pas de Parlement. Vous savez bien que moi, je suis très critique vis-à-vis du Parlement de la CEDEAO. C'est comme de la plupart des parlements africains où on n'est pas élu et puis on dit Parlement. Un député, c'est quelqu'un qui est élu. C'est pas un désigné. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas du formalisme. Avec tout ce que nous avons comme problème dans nos États, des lignes budgétaires encore pour faire élire des députés, un peu comme les députés européens, faire tout le boucan ou tout. Ici, vous avez pensé qu'il faut regrouper les élections pour gagner beaucoup plus d'argent. On n'a pas regroupé. Enfin, vous parlez des élections générales. Justement, quelqu'un qui est dans cette dynamique ne peut pas dire qu'il faut encore organiser des élections pour la CEDEAO. Si, par contre, je le suis. Je considère qu'un député n'a pas deux définitions, c'est un représentant et le seul mode de représentation, c'est l'élection. Il est déjà élu au niveau de son pays, non? Mais quand il était élu au niveau de son pays, a-t-il fait campagne sur les questions de la CEDEAO? A-t-il fait campagne sur les questions de l'Union africaine? En votre sein, vous pouvez désigner celui qui est à même de pouvoir aborder ces questions. Donc, ce n'est pas des députés, on peut les appeler des représentants désignés, si on veut, mais ce n'est pas des députés. Ah, c'est le puriste de sciences politiques. Non, je ne suis député que parce que je suis élu. Voilà. Si je n'étais pas élu, je n'accepterais pas qu'on m'appelle député. Voilà. Alors, revenons sur la crise entre le Bénin et le Niger. Si, admettons que cette délégation vienne au Bénin, disons, quels sont les leviers sur lesquels ce comité doit s'appuyer rapidement pour accélérer les choses? C'est le travail sur la confiance. J'espère alors à ce moment-là qu'ils viendront avec les preuves qu'ils n'ont pas encore jusqu'à présent publiées. Parce que si la commission arrive et fait les mêmes déclarations orales sans l'appuyer d'un élément, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il faut se dire les vérités. Voilà, ça peut se dire en off, je suis d'accord. Et puis après, on scelle l'amitié, on vient faire des déclarations pompeuses publiquement. Mais s'ils viennent au Bénin, dire au président Talon, nous confirmons que vous avez des bases, sans pouvoir apporter des preuves, par exemple, comme je viens de dire, des images satellitaires avec des drapeaux français bien implantés sur notre sol, etc., le président Talon ne va pas les prendre au sérieux. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère qu'à cette occasion, ils vont arriver avec les preuves formelles, indiscutables. Et à ce moment-là, on va leur dire, vous avez raison, mais voilà pourquoi nous avons fait. Si vous n'êtes pas d'accord, voilà comment on peut s'en sortir. C'est comme ça seulement que ça va commencer. Mais sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucune preuve, il y a des accusations, et le régime en face rejette en bloc. L'ambassadeur de France, il y a quelques jours, samedi dernier, je crois, a également dit que s'il y avait une base militaire française, le patron de l'armée française également. Oui, au Bénin, il serait le premier à le savoir. Et il ne le sait pas, donc c'est qu'il y a un problème. Mais pour confondre tout ce beau monde-là, il faut qu'ils apportent des preuves indiscutables. Donc ce n'est pas du partisanisme, c'est juste de l'objectivité. Victor Tokpanou, moins de 10 minutes dans cette émission. On va parler intégration sous-régionale à la manière des États du Sahel. Il concrétise aujourd'hui l'AES en une confédération. Il donne le lead au général Tchiani du Niger. Pendant que la CEDEAO, tutoyant ses 50 ans, connaît des balbutiements encore sur beaucoup de questions, notamment la question sécuritaire que ces États lui reprochent. La lecture du politiste. Oui, vous savez, pendant un an à peu près, j'ai eu le sentiment, comme d'ailleurs le président Tinubu, que l'initiative n'ira pas loin. Que ça devrait être plutôt une réaction d'humeur et que quelque temps après, si la CEDEAO donnait les gages qu'ils voulaient, ils allaient revenir. Et donc, en fait, c'était comme une espèce de signal qu'ils envoyaient. Si vous ne faites pas ci, nous allons partir. Mais j'ai le faible depuis quelque temps, quelques semaines, quelques mois, de penser que nous allons peut-être, je ne le souhaite pas, mais nous allons peut-être vers une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom.
que de plus en plus dans certaines régions du monde, vous aurez des États qui se réclament du bloc russe et soviétique et les autres qui vont se réclamer du bloc de l'Ouest. Et donc nous aurons deux régimes différents de nature, l'un démocratique, l'autre purement dictatorial, assumé, décomplexé, et qui vont se faire face, comme ça a été le cas de 1945-47, après la constitution des blocs, jusqu'en 1990. Donc, je commence par suspecter cela. C'est une forme de balkanisation. Voilà, vous pouvez l'appeler comme ça, mais puisque ces pays ne sont pas divisés, mais contraire, vont vers des regroupements, on ne peut pas utiliser le mot balkanisation, parce que balkanisation s'entend de la division en petits morceaux d'un ensemble beaucoup plus vaste. Donc ça ne sera pas de la balkanisation, mais ça va être une glaciation, exactement comme du temps de la guerre froide. Mais ça suppose quoi? Ça suppose que les populations de ces trois pays acceptent d'assumer la dictature. C'est ce que cela suppose. Mais pour que cela soit vrai, il faut aussi donc une grande complicité de la classe intellectuelle de ces pays. Ils ont une base qui est d'ailleurs commune à presque tous les pays africains. C'est le fameux débat sur lequel des régimes permet d'aller le plus vite vers le développement. Autrement dit, tout le monde part de l'idée qu'une société n'est préoccupée que par une chose, c'est son développement. La question alors devient de savoir quelle est la nature du régime qui permet d'aller le plus vite vers ce développement. Et la classe intellectuelle aujourd'hui, et politique d'ailleurs, est divisée en deux. Il y a ceux qui pensent que par la dictature, on va plus vite vers le développement, et il y a ceux qui pensent que par la démocratie, on va plus vite vers le développement. Chacun campé dans sa logique. Ceux qui pensent que par la dictature, on va plus vite vers le développement, ils prennent pour référence la Chine. C'est le premier exemple qu'ils donnent. Ils prennent ensuite en Afrique, pour exemple, le Rwanda, assumé. Qui est du bloc de l'Ouest pourtant. Non, dictature. Oui, et pourtant qui est du bloc de l'Ouest. Je ne sais pas. Comme le Togo. Tout ça, ils sont proches du bloc de l'Ouest. Pour l'instant, peut-être. Ils sont très proches du bloc de l'Ouest. Et assumés aussi. Non, pour l'instant. Pour l'instant. C'est-à-dire, dans le processus de reconstitution des blocs, ça va changer. C'est vrai, vous me diriez... les privilégiés du bloc de l'Ouest et des plus grands acteurs de ce bloc. Vous parlez de qui? Du Rwanda, que vous citez, ou du Togo? Oui, vous savez la spécificité du Rwanda. C'est sa capacité à culpabiliser les Occidentaux à la suite du génocide. Il n'y a pas deux pays en Afrique qui aient connu le génocide. Pour avoir le résultat du Rwanda, il faut, 1, avoir eu un génocide, 2, réussir à culpabiliser les Occidentaux, et 3, obtenir qu'ils aient jusqu'à présent plus de 50% de participation dans leur budget national. Ces trois choses ne se réunissent pas dans tous les pays. Ce n'est pas le cas au Togo. Ce n'est pas le cas en Éthiopie. Ce n'est pas le cas en Iran. Ce n'est pas le cas en Turquie. Ce n'est pas le cas, disons, oui, bon, la Russie est à la tête du bloc. Donc, voilà, c'est ça. Et désormais, vous savez, il y a ce qu'on appelle en relations internationales le passage de la bipolarité à l'unipolarité. À un moment donné, donc de 91 en gros jusqu'au début des années 2000, il n'y avait que le discours démocratique qui portait. Donc la pression, on estimait que le bloc de l'Est qui était dictatorial a disparu avec la chute de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de tous ces pays-là. Et donc, effectivement, à tous ces pays, on a tenu le discours de la démocratie. À tous ces pays. Et dans le monde entier, on ne parlait que de la démocratie. Quand brusquement, le retour de la Russie en tant que superpuissance apporte un discours nouveau, des discours contraires ou contradictoires à celui de l'Occident sur les valeurs,
le rapport aux valeurs surtout, que ce soit les orientations sexuelles, que ce soit le sens des libertés, la connotation de... Vous savez, même la Chine, j'ai été intéressé par un livre qui m'a été offert récemment, intitulé « La démocratie en Chine ». La Chine a un discours sur la démocratie. Et donc, effectivement... Donc vous vous inspirez à l'Union progressiste et dans les différents partis de la mouvance présidentielle avec votre amitié au PCC. Vous voulez me dire que les démocrates n'ont pas de contact avec la Chine, c'est ça? Pourquoi il n'y a que les partis Je n'ai pas vu une visite oui, vous n'avez jamais des vu démocrates au PCC ou vous n'avez une jamais visite du PCC chez les démocrates. Victor Torquanou, on va conclure cette émission, on est à son terme. Mais le débat peut se faire en off maintenant. Alors, j'ai une question qui me hante depuis un moment. Si dans ces états de l'AES, on assistait à un nouveau coup de force, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on n'est pas à la fin de la déstabilisation. Ça veut dire que celui qui viendra aussi va craindre un nouveau coup de force et donc on va pas en sortir. Mais moi, j'ai le sentiment, à tort ou à raison, hein, vous savez, après, c'est des analyses des relations internationales qui peuvent se confirmer comme peuvent être infirmées. Et qu'ils vont travailler à la pérennisation de leur régime. Et pour ça, ça passe par un discours mobilisateur. Il faut que les populations maliennes, nigériennes, burkinabées aient des raisons d'accepter que le régime militaire reste 56 ans, 10 ans, voire 20 ans. Oui, mais les éléments en présence au Mali, Assimi Goïta fait face à la grève des populations, enfin je veux parler des politiques qui sont très remontés contre lui. Au Burkina Faso, lui, il faut chaque week-end des coups d'État. Au niveau du Niger également, la crise sécuritaire. Récemment, il y a eu l'évasion dans une prison hautement sécurisée. Ce n'est pas la joie au niveau des populations sur le plan social. Est-ce qu'ils pourront, dans ces conditions, dans chaque pays, travailler à pérenniser vraiment le régime? Vous êtes peut-être trop jeune, c'est pour ça que vous me posez cette question, mais sinon, si vous vous souvenez du début de la dictature au Bénin de 72 à 75, il y a eu des soubresauts. Voilà. Il y a toujours des soubresauts. Ils vont pouvoir les maîtriser? Par le passé, certains régimes ont apporté la preuve de leur capacité à les maîtriser. Mais pas pour trop longtemps, puisque ça n'a duré que 30 ans, 40 ans, de 75. Et puis le niveau, voilà. le niveau de maturité des peuples en ce moment-là aussi n'était pas le même. Donc aujourd'hui, on verra bien. Mais il est évident que ces régimes ne peuvent pas se pérenniser s'ils n'emportaient pas l'adhésion. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure l'adhésion de la classe intellectuelle. Alors, ça, c'est le plus important. Et puis ensuite, les populations, elles vont là où on les amène. Mais encore faut-il que les intellectuels y adhèrent. Vous savez, quand ils ont fait en Russie, en Union soviétique à l'époque, il y a eu ce qu'on a appelé, aussi bien en Chine qu'en Russie, la révolution culturelle, qui avait consisté à couper la tête à presque tous les intellectuels, en tout cas qui avaient des positions contraires. À l'époque, évidemment, vous allez me dire, il n'y avait pas une conscience politique et civique aussi importante. Ça a été accepté. Ça a permis au régime de s'installer. Ça a duré le temps que ça a duré. Et le processus est le même aujourd'hui. Vous avez vu au Burkina, presque au bout de la transition annoncée, ils ont réuni des gens qui ont donné 5 ans. Voilà, pendant ce temps, on prend qui on veut. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, sur le plan intellectuel, c'est de voir le comportement des intellectuels de ces différents pays. Et je me rends bien compte quand je discute avec certains de nos collègues qui sont de ces pays-là, qui, ces 20 dernières années, ont enseigné la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, etc. Ils sont là, moi j'en connais au Burkina, qui sont dans le système. Dieu seul sait ce qu'ils vont dire encore à leurs étudiants dans les... Ce n'est pas nouveau, c'est le propre de tous les universitaires, non, même dans le bloc de l'Ouest. Non, pas tous. On connaît les positions de beaucoup d'entre eux qui ont changé, qui ont changé drastiquement. De grands théoriciens de la démocratie, même sur ces plateaux-ci. Mais si vous dites tous, je pense que vous risquez de faire plus de tort à la chose. Mais beaucoup d'entre eux quand même, beaucoup, un grand nombre. Dites que vous en avez connu certains. Ceux qui sont contre souvent ces parce que si moi, en tant qu'universitaire, si vous me dites ça, je vais vous demander, vous en connaissez
connaissez combien et combien ont changé de point de vue. Voilà. Et si vous me dites, par exemple, qu'ils sont 500, comme je dis souvent, à l'université d'Abomey-Calavi seule, nous sommes 1000 enseignants à peu près. Mais je ne sais pas combien vous voyez sur les plateaux publics. Ils ne font pas 50. Donc, quand vous rentrez dans la proportion, vous vous rendez compte que ce n'est pas un grand. Peut-être que dans les 50 que vous voyez, depuis des années, il y en a qui ont changé d'avis. Mais si, à cause de vous jetez l'anathème sur toute la classe intellectuelle... Le mutisme aussi est un signe peut-être non. d'approbation. Ah, par contre, si vous rentrez là, il y a d'autres arguments. C'est possible. Hein. Il paraît que dans certaines circonstances, le silence devient un choix coupable. Mais il y a aussi le fait que moi, je discute avec les collègues. Beaucoup n'aiment pas venir ni sur la place publique sur les plateaux, ni sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Ils ont le sentiment que là-bas, tout le monde peut les injurier. Ce qui n'est pas faux. Vous allez sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut vous injurier. Il faut avoir le courage que nous avons pour le faire. Sinon, beaucoup ne le font pas. Allez, on va conclure cette émission, professeur. Le mot de conclusion? Ouais. Oui, non, j'espère que, comme je disais, le voyage de nos anciens présidents au Niger n'était qu'un épisode. Et j'espère que de nouveaux épisodes vont arriver très rapidement pour apaiser la situation. Et si avec l'information que vous venez de me donner, si c'est vrai qu'il y a une délégation de haut niveau annoncée du Niger arrive et qu'on arrive à aplanir les divergences, ça ne serait que dans l'intérêt d'une catégorie, c'est les peuples. Ce sont les populations et c'est pour eux qu'on est là. Donc il faut travailler à ce que ces populations retrouvent la jouissance et la quiétude au quotidien. Je crois que c'est l'objectif de tout gouvernant. Professeur Victor Prudent Tokpanou, il était notre invité, député du Parti Union Progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous avons passé en revue la situation dans la sous-région. Nous avons parlé de la médiation des deux anciens chefs d'État, Soglo et Yayi, dans la crise qui secoue le Bénin et le Niger. Et puis nous avons parlé également des États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. On a eu droit à une bonne partie de cours également. On s'est ressourcé assez sur cette émission Zone Franche que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à William Cléquin et à toute l'équipe de réalisation. On se reprend très vite le dimanche prochain.